Collègues du Conseil, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire d'adoption du budget de fonctionnement 2021 et du plan décennal d'immobilisation 2021-2030 de l'arrondissement de La Salle. Nous vous présentons ce soir le 4e budget du mandat que vous nous avez confié en 2017. Mes collègues et moi sommes très fiers de la santé financière de La Salle. Nous travaillons à élaborer ce budget 2021 avec l'administration depuis le mois de juin, mais dans les faits, nous y travaillons depuis 4 ans. En effet, ce budget est le résultat de tous les efforts mis en place au fil des ans afin que notre arrondissement dispose de moyens suffisants pour donner les meilleurs services à nos citoyens, maintenir nos infrastructures en bon état et développer le La Salle de demain. Des 19 arrondissements, c'est à La Salle que la taxe locale est la plus faible en proportion du budget. Nous avons atteint cet objectif tout en reconstituant nos coussins financiers. C'est justement grâce à cette marge de manœuvre que ce printemps, au début d'une pandémie que personne n'avait vu venir, nous avons pu dégager rapidement des sommes importantes pour soutenir la communauté. 100 000 $ pour les organismes locaux, 30 000 $ au Fonds d'urgence de Centraide, 25 000 $ à Moisson Montréal, 175 000 $ pour la relance des commerces, 25 000 $ pour une campagne d'achat local. Et en plus, nos réserves financières nous ont permis de lancer de grands travaux d'amélioration dans nos parcs 2020 en payant des travaux comptants, donc sans recourir à l'emprunt. En terminant, je souligne qu'à ce budget 2021 figure une nouveauté qui nous importait beaucoup, les conseillères, les conseillers et moi. Le premier budget participatif de l'arrondissement de La Salle. Nous avons en effet dégagé une somme de 150 000 $ pour réaliser des projets dans la communauté. Des projets choisis par les citoyens, parmi des projets proposés par les citoyens. À noter que ce budget participatif local s'ajoute au premier budget participatif montréalais qui couvre l'ensemble de la ville. Assez de mots, place aux chiffres, car il y en a beaucoup. Je vous épargnerai d'ailleurs la tâche fastidieuse de m'entendre les énumérer tous. Cette présentation du budget 2021 de La Salle et du PDI 2021-2030 est déjà en ligne sur la page Internet de l'arrondissement à l'adresse montréal.ca/La Salle. Vous pourrez vous y plonger quand bon vous semble. Si vous avez des questions à poser à propos de ce budget, vous pouvez nous les adresser à l'adresse électronique qui apparaît au bas de l'écran et nous y répondrons à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Madame Gagnon? Oui, de 10.02, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement appuyé de Madame Nancy Blanchet. Madame Barbe, présentation du budget. Oui, merci beaucoup, Madame Gagnon. Donc, vous allez voir apparaître sur votre écran le budget 2021 de l'arrondissement de La Salle. Alors, on va passer la table des matières et on va directement à la page 3, qui est le contexte budgétaire. Donc, les grandes orientations du Conseil d'arrondissement ont été données à nos employés pour bâtir le budget 2021. Alors, soit de geler le taux de la taxe locale à 5 sous par 100 $ d'évaluation foncière, poursuivre le paiement au comptant de nombreuses immobilisations, maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens, utiliser les surplus de manière stratégique pour entraîner des investissements de la part des autres paliers du gouvernement et du privé, et poursuivre la mise en œuvre de la planification stratégique 2018-2024. Et évidemment, particulièrement fier de proposer en grande première un budget participatif de 150 000 $. Passons à la page suivante. En page 4, vous avez ici le budget et financement. On voit l'écart entre le budget 2020 et 2021, un écart de 1 399 300. Alors, principalement, cet écart est dû à l'indexation de la rémunération. On a ajouté 5 personnes années au budget et le budget participatif et aussi des projets spéciaux.
Passons maintenant à la page 4, qui est en fait, c'est la même information qu'en page 3, mais en page 4, pardon, c'est la même information, mais sous forme de tarte. Alors, on voit que 82 de notre financement nous vient de la ville-centre et l'appropriation du surplus pour balancer le budget, c'est à la hauteur de 2,4 et les revenus locaux pour 3,6 et la taxe locale pour 11,8 La page 6, j'y passe rapidement parce qu'à la page 7, on voit les mêmes chiffres, mais sous forme de tarte. Alors, pour les activités, où ira chaque dollar en 2021? Alors, on peut voir par les couleurs, donc le plus gros morceau, c'est 40 c'est en loisirs et culture. Ensuite, on a à 26 c'est pour le transport. Ensuite, à 19 l'administration générale. Je m'excuse, je vous donne les chiffres de 2020. Alors, je reprends. Donc, en noir, pour 2021, c'est 40 40,9 Et en transport, c'est 25 Et en administration générale, c'est 18 Et ensuite, on va à l'hygiène du milieu pour 8,6 Et finalement, l'urbanisme, 6,2 Ce sont les activités dans l'arrondissement pour chaque dollar dépensé en 2021. Maintenant, si on regarde le budget par objet, donc à la page 8, nous avons des chiffres, mais si on y va à la page 9, on a les mêmes chiffres, mais sous forme de tarte. C'est beaucoup plus simple à percevoir les valeurs. Donc, pour chaque dollar en 2021, par exemple, en rémunération dans le budget, c'est 59 sous du dollar qui va pour la rémunération, salaire et avantages sociaux. Ensuite, nous avons 13,2 sous pour les honoraires professionnels et les services techniques. Ensuite, nous avons pour 9 sous, 0,9, les biens durables et non durables, donc électricité, gaz naturel, fourniture de bureaux, pièces et accessoires. 8,1 sous pour la location, entretien et réparation, donc entretien de nos véhicules, entretien de nos bâtiments. Et ensuite, on a 4,1 sous pour la charge interunité et autres objets, 3,4 sous contribution à des organismes, toutes les subventions que nous donnons à nos organismes, puis 1,6 sous pour le transport et les communications, donc communications, services téléphoniques et les déplacements. Je vous amène maintenant à la page 10, qui est des dépenses. On voit toujours le même budget, mais on le voit d'une façon différente. Et là, ce sont les dépenses par direction. Donc, nous avons à la salle la direction générale, nous avons la relation avec les citoyens, greffe et services administratifs, l'aménagement urbain, services aux entreprises, et on a la direction culture, sport, loisirs, développement social, et on a la direction des travaux publics. Alors, on peut voir avec les chiffres la répartition, puis en page suivante, bien là, c'est sous forme de tarte. Donc, à la page 11, les dépenses par direction. Alors, on voit encore une fois, les travaux publics, c'est le gros morceau de notre budget. Ensuite, on a la culture, sport, loisirs, développement social, qui est le deuxième gros morceau. Direction générale, ensuite, relations avec les citoyens, greffe et services administratifs. Et pour finir, avec l'urbanisme à 5,8 de notre budget. Sur la page suivante, c'est les détails des dépenses par direction. Donc, on va dans le micro à ce moment-ci. Et quand on regarde par direction, par exemple, la direction générale, il y a 12 employés, rémunération et charges sociales, haute famille de dépenses, donc pour un total de 3 798 000. La relation avec les citoyens, greffe et services administratifs, donc la rémunération, charges sociales, haute famille de dépenses, pour 22 personnes année, 22,5 personnes année, et c'est pour 3 303 000. L'aménagement urbain, services aux entreprises, 19,7 personnes année pour 2 435 000. Culture, sport, loisirs et développement social, 68,5 personnes année, et c'est pour 9 998 000 $. Et les travaux publics, évidemment, le gros morceau, avec 150 employés,
et pour 22 366 000 pour un grand total de 41 903 000 le budget total. À la page 13, c'est une déclinaison des dépenses par activité. Alors, c'est encore plus de détails pour chacune des activités, soit en administration générale, soit la sécurité publique, les transports, l'hygiène du milieu, l'aménagement, urbanisme et développement et loisirs et culture. Alors, je vous épargne la lecture des chiffres. Cette information-là nous est prescrite par le MAMACH, donc le ministère de la métropole. Donc, c'est une façon de présenter les chiffres, que toutes les villes, tous les arrondissements sont tenus de présenter leur budget sous cette forme-là. Ça permet au gouvernement du Québec de pouvoir faire des comparaisons entre les villes. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, dans le conseil municipal en haut, là, la première ligne, le 684 000, on retrouve à l'intérieur de ce montant-là des subventions que nous donnons à nos organismes du milieu. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec les conseils, mais c'est comme ça que le budget est construit et toutes les villes sont tenues de le faire de la même façon pour faciliter les comparaisons. Alors, on arrive à la déclinaison des revenus locaux en 2021 à la page 14. Les revenus nous viennent des aménagements urbains et services aux entreprises. Donc, lorsqu'on fait des demandes de permis, il y a des coûts rattachés à ça. L'occupation du domaine public, les permis d'installation. Donc, on a des revenus pour à la hauteur de 411 100 $. Culture, sport, loisirs et développement social, il y a des revenus qui nous viennent des locations, des droits d'entrée, aussi pour les amendes à la bibliothèque, les services à la bibliothèque, les subventions, les revenus publicitaires et commanditaires. Alors, pour un grand total de 449 600 $ de revenus. Les revenus aux relations avec les citoyens, greffes et services administratifs, c'est les enseignes publicitaires, particulièrement avec Pattison, nos ententes avec Pattison. Alors, pour un grand total de 364 300. Et aux travaux publics, il y a des citoyens doivent faire des dépôts pour des entrées charretières, des réfections, des coupes. Les constats, les stationnements et parcomètres. Dans notre cas, à nous, parcomètres, on n'a pas de parcomètre à la salle, mais c'est plutôt pour les vignettes. Alors, pour un total de 283 800, pour un grand total de revenus de 1 508 800. Ça, c'est pour les revenus locaux à l'arrondissement de la Salle. Maintenant, si on passe à la page 16 directement, parce que là, on arrive aux informations complémentaires, il y a l'état des réserves financières. Donc, on peut réaliser ici combien l'arrondissement est vraiment l'état financier de l'arrondissement est excellent. Les surplus accumulés aujourd'hui se chiffrent à date du 31 juillet 2020 à 13 934 461 $. Ça, c'est vraiment grâce à la gestion très serrée des dépenses. L'arrondissement réussit à reconstituer des réserves financières équivalentes à celles dont la ville de La Salle disposait à l'époque de la création de la nouvelle ville de Montréal. Les surplus réservés à la hauteur de 759 339 $, ça, ce sont des sommes d'argent qui sont identifiées, que ce soit les fonds de parc, les fonds de stationnement ou le fonds de ST en justice. Donc, ça vient s'ajouter au surplus accumulé. Mais ces fonds-là doivent être utilisés pour les raisons pour lesquelles elles sont de côté. Donc, le fonds ST en justice doit être dépensé pour des causes à la cour, les fonds de parc pour des développements de parc et les fonds de stationnement pour des développements de stationnement. Le fonds de roulement, qui est de 1 million de $, donc c'est pour prévenir de faire des emprunts avec intérêt. On s'emprunte de l'argent, puis on le rembourse sur 5 ans. Alors, on a un fonds de roulement d'1 million. Donc, pour un grand total de surplus de 15 693 800 $. Quelle est la dette à la charge des contribuables à Salois? Alors, vous savez qu'à chaque année, on avait un plan triennal d'immobilisation. Maintenant, c'est un plan sur 10 ans. Donc, on fait des emprunts pour faire des travaux majeurs dans l'arrondissement.
que ce soit de la rénovation de parcs, que ce soit de la reconstruction de rues ou de l'investissement sur nos bâtiments, c'est comme notre propre maison. On va emprunter de l'argent pour refaire la couverture, donc on a de l'emprunt à rembourser. Alors, pour nous, à la salle, c'est 31 225 700 qui est le total de la dette. Alors, une annuité annuelle, à chaque année, on rembourse 4 381 800. Quand on regarde le total de l'argent que nous avons, on a 15 693 000 de surplus accumulé. Donc, facilement, on pourrait rembourser une grande partie de cette dette-là, mais ce n'est pas l'objectif parce que les surplus accumulés, on souhaite les utiliser pour être capable, par exemple, de s'en servir comme levier. Si Québec met à la disposition un programme d'investissement, puis que Montréal en fait autant, bien Montréal va mettre $1, Québec met $1, la salle met $1. Donc, on essaie de faire fructifier nos argents qui sont accumulés dans nos surplus. Alors, de cette façon. La page suivante, bien évidemment, c'est le budget en bref. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que le budget est équilibré, c'est un budget responsable, puis d'un arrondissement qui est en excellente santé financière, comme j'ai pu vous le démontrer. Alors, on a un surplus qui est pleinement reconstitué pour payer des immobilisations au comptant et créer un effet de levier afin d'attirer des investisseurs privés et publics, comme je viens de le mentionner. Le taux de taxe locale de 5 sous parmi les plus bas des 19 arrondissements. Et on maintient le maintien de la priorité aux investissements dans la qualité de vie des résidents. Donc, le verdissement, activités culturelles, développement social et communautaire, sécurité urbaine, propreté. Et on est parmi l'un des plus importants fonds de parc. C'est la salle qui détient le plus important fonds de parc de tous les arrondissements de Montréal. Alors, ça va nous permettre de réaliser, entre autres, la promenade Lionel-Boyer, qui se trouve être dans le lien vert qui rejoint des Trinitaires jusqu'à Irwin. Un parc de quartier au coin des rues Allard et Viola Desmond, c'est sur la rue Allard, dans le projet EQ8. Le parc Leta Grayton, c'est un parc qui est dans le quartier l'Ancien Québécois. Et le parc du quartier Angrignon-Ouest, on n'a pas trouvé encore le nom, mais dans le nouveau développement ouest qui est l'ancien Ford, qui est tout démoli aujourd'hui, il y aura un gros projet qui s'en vient et à l'intérieur, il y aura un parc de construit. Alors, le fonds de parc nous permet de construire de nouveaux parcs dans l'arrondissement. Alors, si on passe à la page suivante, à la page 19, alors, une structure administrative légère, donc la salle compte parmi les arrondissements où le pourcentage du budget consacré à la rémunération du personnel était le plus faible en 2020. Vous comprendrez qu'on n'a pas encore les chiffres pour 2021. Mais donc, si on regarde la salle, la deuxième ligne, nous avons 267,8 personnes années pour une population de 80 000 et donc, ça représente 58,5 % de notre budget. Alors, je ne peux m'empêcher de nous comparer parce que les citoyens le font. On aime se comparer avec nos voisins pour voir comment on fait, ce qu'on fait bien. Alors, si on se compare avec la Chine un petit peu plus bas, ils ont 241 employés, personnes années pour les employés, pour une population de 45 000 de population, ce qui représente pour eux 64 % de leur budget. Un petit peu plus bas, on trouve nos voisins, le Sud-Ouest, qui ont 414 personnes années. Et ça représente 68 % de leur budget et ils ont 72 000 de population. Alors, jusqu'à maintenant, nous sommes l'arrondissement la plus populeuse, mais qui avons le moins d'employés. Donc, on gère de façon serrée, mais tout en donnant un excellent service à la population. Puis si on y va avec l'autre voisin, parce qu'on est entouré de Lachine, Sud-Ouest et Verdun, si je compare avec Verdun, où il y a 313 personnes années comme employés, 67 000 de population, qui représentent 71 % de leur budget pour la rémunération des employés. Alors, plus notre pourcentage est bas, plus ça nous donne une marge de manœuvre pour faire évidemment des projets dans l'arrondissement, parce que notre masse salariale représente un plus faible pourcentage du budget. Alors, j'en profite pour faire un beau coup de chapeau à tous nos employés qui travaillent très fort dans l'arrondissement
et qui arrive très bien à se renouveler et aussi s'adapter. Surtout aujourd'hui, c'est le mot à la mode, s'adapter en période de COVID. On doit s'adapter et faire les choses autrement pour continuer de donner un excellent service. Je passe à la page 20 maintenant. On parle de la taxe locale. Chaque arrondissement a une taxe locale. Et de tous les arrondissements, c'est à la salle que le pourcentage du financement provenant d'une taxe locale est le plus faible en 2020. Évidemment, on ne connaît pas encore la taxe locale de tous les arrondissements pour 2021, mais en 2020, la salle tirait 11,75 % de son budget de la taxe locale qui était à la salle. Donc, cette année, on a maintenu le 5 sous. On n'a pas augmenté le 5 sous. On verra où est-ce qu'on va se positionner. Mais on peut regarder que, par exemple, à Anjou, 28 % de son budget vient de la taxe locale. Alors, on est aussi très content d'être capable de garder un taux de taxe locale bas. Maintenant, on va passer au PDI, qui est le programme décennal d'investissement pour 2020 jusqu'à 2030. Donc, ce sont des projets d'immobilisation où on fait un emprunt et qui est remboursé dans le temps. Alors, je passe à la page suivante, à la page 22. Alors, comme on peut voir, les investissements de 2021, Montréal nous accorde un emprunt de 5 132 000 $ net. Alors, comment ça se décline? Ça se décline avec la réfection de parcs et piscines. Ça, c'est vraiment macro, là. Donc, on va mettre 1 500 000 pour la réfection des parcs et piscines. On va revenir plus tard pour choisir dans quel parc, dans quelle piscine on va faire des investissements. Mais on se dit, le 5 132 000, on veut le diviser de la façon suivante. Donc, 1 500 000 pour les parcs et piscines, 1 445 000 en réfection routière, puis 2 187 000 pour la réfection de bâtiments, pour un total de 5 132 000. Alors, si on y va avec les mêmes chiffres, mais sous forme de tarte, on voit qu'on met 42 % pour la réfection de nos bâtiments. Nous avons beaucoup de bâtiments qui nous appartiennent et c'est important de les entretenir, tout comme les résidents entretiennent leur résidence privée. Ensuite, on a 29 % qui va pour la réfection des parcs et piscines et 28 % pour la réfection routière. Il faut savoir aussi que dans ces programmes, dans ces argents-là, souvent, Montréal met à la disposition des programmes et on peut bénéficier de l'argent de Montréal et venir aussi en soutien avec l'argent que nous avons en arrondissement. C'est vrai pour les piscines, c'est vrai pour les bâtiments, c'est vrai aussi pour la réfection routière. Si on regarde à la page suivante, en page 24, donc là, on a une planification sur 10 ans. Alors, on voit, évidemment, le 5 132 000, il est accordé pour 2021, 2022, 2023, mais on se dit, si toute chose demeure constante, ce sera le même montant. Probablement qu'il sera revu à la hausse parce qu'évidemment, à chaque année, il y a des augmentations de coûts. Donc, avec le même montant, on peut toujours en faire un peu moins. Alors, c'est sûr qu'on fait des représentations actuellement à Montréal pour s'assurer qu'on puisse augmenter le budget de dépenses en investissement parce qu'on veut être capable de faire toujours au moins la même quantité de travaux dans l'arrondissement. Vient s'ajouter à ça notre fonds de parc que je vous ai mentionné plus tôt. Alors, en 2021, 2022, 2023, notre fonds de parc, on prévoit dépenser 1 million, 1 500 000, 1 500 000. Le surplus accumulé pour aménager des parcs avec 1 million et 2 millions en 2022, puis le surplus accumulé pour des travaux de voirie avec 1 million dans chacune des années 2021, 2022. Et toujours à ça, vont se décliner plus en détail les endroits où les argents vont être dépensés. Voilà, j'ai fait le tour du budget. Alors, je vais demander à ce stade-ci à Mme Adida s'il y a des questions sur le budget qui sont rentrées. Bonjour, Mme Barbe. Pour l'instant, oui. Nous n'avons toujours aucune question de reçu. Bon, alors, on a encore un peu de temps parce qu'on a d'autres points à passer à l'ordre du jour. Puis quand on arrivera à la période de questions, je vous demanderai à nouveau si les questions sont rentrées. Merci. Madame Gagnon. Alors, 30.01, l'adoption du budget.
Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'adopter le budget de fonctionnement 2021 de l'arrondissement et affecter un montant de 1 14 700 des surplus d'arrondissement pour l'équilibre budgétaire et approuver la transmission au comité exécutif de la Ville. 30.02, adoption du programme décennal d'immobilisation. Alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'approuver le programme décennal d'immobilisation de l'arrondissement de La Salle pour les exercices de 2021 à 2030. En 60.01, c'est période de questions. Madame Adida, est-ce qu'il y a des questions de rentrée? Nous n'avons toujours aucune question de rentrée. Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance appuyée de Mme Josée Troïdeau. Et je vous annonce qu'à 7 heures, nous vous reviendrons pour la séance régulière du Conseil du mois d'octobre. Merci beaucoup.
Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce 5 octobre 2020. C'est bon? Alors, bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du lundi 5 octobre 2020. Alors, si vous le permettez, avant de débuter nos travaux, prenons un moment de recueillement. Nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyennes et concitoyens. Merci. Alors, collègues du Conseil, mesdames et messieurs, avant de débuter cette séance régulière du Conseil, un mot pour vous dire que plus tôt aujourd'hui, à 18 h, nous avons tenu une séance extraordinaire afin de présenter et d'adopter le budget 2021 et le plan décennal d'immobilisation 2021-2030. Pour celles et ceux que ça intéresse, la présentation du budget peut être consultée sur le site web de l'arrondissement à l'adresse montréal.ca/la salle. Et vous pourrez également regarder l'enregistrement de la séance dans la section web diffusion. Depuis la semaine dernière, Montréal est passé au rouge, soit le palier d'alerte maximale. De nouvelles restrictions ont été annoncées par le gouvernement du Québec qui ont affecté en particulier les travailleurs et les propriétaires de bars et restaurants, ainsi que le milieu culturel déjà durement éprouvé depuis le début de la pandémie. Afin de réduire la progression du virus, il est donc crucial de réduire les contacts sociaux jusqu'au 28 octobre prochain, tel que décrété par le gouvernement. La situation est très préoccupante et il y a urgence d'agir. Depuis 3 jours consécutifs, le bilan quotidien de cas confirmés de COVID-19 au Québec a dépassé le seuil de 1000 personnes. Le dernier record de cas quotidiens enregistrés date d'avril dernier, où le nombre atteint était de 1104 personnes. Continuons de respecter les consignes sanitaires et ensemble, cassons la deuxième vague. À l'arrondissement de la salle, les derniers jours ont été consacrés à procéder aux modifications requises. La majorité des lieux et services aux citoyens sont accessibles. Dans le cas de la bibliothèque L'Orthogone, le prêt de documents est possible sous réservation uniquement. Le retour des documents et les services à distance sont maintenus. L'accès au rayonnage, aux espaces de travail et aux postes informatiques n'est pas permis. En ce qui concerne la fête de l'Halloween, ce n'est qu'une partie remise. Depuis plus de 30 ans, la salle organise une grande fête de l'Halloween au Parc Leroux. C'est sans grande surprise que nous devons annuler l'édition 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Une partie du budget initialement dédié à la fête de l'Halloween ira plutôt à des organismes de première ligne qui agissent directement auprès des personnes isolées et vulnérables. 10 000 $ seront versés au fonds pour soutenir ces organismes communautaires locaux et 5 000 $ à Moisson Montréal, une banque alimentaire qui vient en aide à des centaines de familles de la salle. Je le mentionnais plus tôt, des restrictions ont été annoncées par le gouvernement du Québec et affectent notamment les travailleurs et les propriétaires de restaurants. En zone rouge, les restaurants ont dû fermer leurs portes pour le mois d'octobre. C'est important de les soutenir durant cette période en commandant auprès d'eux ou en allant y acheter des mets pour emporter. Soyons solidaires avec ces entreprises, aidons-les à passer à travers ce mois d'incertitude. En terminant, continuons de nous mobiliser et de pratiquer la distanciation sociale de manière assidue. Merci et portez-vous bien. Madame Gagnon. 10.02, adoption de l'ordre du jour.
appuyé de M. Serge Declos, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec les ajouts suivants. En 10.07.1, des condoléances, en 20.07, un soutien financier et en 20.08, une contribution financière. 10.03, période de questions du public. Oui, alors nous avons reçu, en fait, il y a 8 personnes qui ont pris la peine de s'inscrire à la période de questions. Alors, j'y vais avec la première. Donc, en fait, c'est plutôt 7 personnes. La première personne est M. Éric Tremblay et je lis sa question intégralement. Quelle est la situation présentement avec la rue Larente? Et sa question numéro 2, présence policière sur la rue Larente et encore mieux, opération radar, surtout très tôt le matin, 5h30. Rien de trop beau le matin. Aucune présence policière, ça roule très rapidement. Alors, M. Tremblay, vous allez être heureux d'apprendre que nous avons discuté de ce point aujourd'hui même au caucus cet après-midi et le comité de circulation a étudié la problématique sur la rue Larente et les citoyens seront consultés au cours des prochaines semaines par l'arrondissement dans le but de trouver des pistes de solutions. Donc, les citoyens des rues aux alentours vont être consultés pour s'assurer que la proposition qui est mise de l'avant va répondre évidemment aux attentes des citoyens qui sont concernés sur la rue Larente et les rues aux alentours. Je passe immédiatement à la question numéro 2 de M. Yves Daou. Alors, M. Daou a plusieurs commentaires, alors j'y vais comme c'est écrit. Conscient de la COVID qui change la procédure du conseil à la salle, à savoir qu'il se tient maintenant à huis clos à partir de vos domiciles via webdiffusion. J'aimerais apporter en exemple le fonctionnement du conseil municipal de Chambly, un modèle. Par ailleurs, j'accroche au fait qu'à la salle, que vous limitez à une seule question par citoyen, sans sous-question, et ce n'est pas parce qu'il y a trop de citoyens qui posent des questions, que vous limitez le nombre de caractères à 1000 dans la question envoyée, que l'on doit envoyer la question on doit envoyer la question au plus tard à 6h30 le soir pour le conseil débutant à 19h, à partir de l'ordre du jour qui est en ligne. Et comme le mois passé, vous avez ajouté des papillons à l'ordre du jour à 19h au moment de son adoption. J'aimerais des correctifs de manière à ne pas avoir à visionner un conseil où on voit et entend seulement la lecture du texte de l'ordre du jour avec papillon. Je me demande de quelle façon le citoyen peut adresser une question sur le conseil s'il n'a pas tout le contenu de ce qui va être adopté durant le conseil. Alors, M. Daou, je reçois vos commentaires. Je veux juste vous faire savoir que les façons de travailler en web-diffusion sont les mêmes pour tous les arrondissements de la Ville de Montréal, y inclut la Ville de Montréal même. Donc, à Montréal, les citoyens s'inscrivent en avance jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture des travaux et ils ont droit à poser une seule question. Et c'est sûr que la sous-question, si vous en avez 2 qui se touchent, vous pouvez très bien les mettre dans votre question. On va les répondre. Mais comme vous n'avez pas la possibilité de nous entendre sur la réponse pour la première question, c'est difficile de deviner une deuxième question. Alors, au conseil de ville, les gens entendent la réponse en temps réel. Et là, ils peuvent poser une deuxième question, revenir à la charge sur le même sujet. Alors, c'est un peu difficile à faire lorsqu'on n'est pas en temps réel, mais plutôt en web diffusion. Alors, c'est la raison pourquoi on propose une seule question. Mais sentez-vous libre, si vous avez une deuxième question à poser sur le même sujet ou plus d'informations à demander, vous pourrez le faire. C'est déjà arrivé dans le passé et on a toujours pris la peine de lire toutes les questions. Maintenant, ce qui est du 1000 caractères, effectivement, 1000 caractères, c'est beaucoup de caractères et c'est la même norme pour tout le monde. Quand vous parlez des ajouts en papillon, lorsque nous sommes en présentiel, je vous dirais que plus souvent qu'autrement, à tous les mois, il y a 1 ou 2 dossiers qui arrivent en papillon. Puis la raison est fort simple, c'est que dans la majorité des cas, ce soir, on a 3 petits papillons, un décès, c'est difficile à prévoir,
Et les deux autres dossiers sont des dossiers dont on attendait les signatures de Montréal pour être capable de ficeler le dossier et le passer ce soir. Alors, on veut, dans la mesure du possible, on fait tout en notre pouvoir pour ne pas retarder des projets de 1 mois parce qu'il manque une signature. Alors, ce serait dommage parce que la signature est arrivée vers la fin de l'après-midi, qu'on ne puisse pas le passer ce soir, juste sous prétexte qu'il n'est pas sur l'ordre du jour. Alors, ce sont toujours, vous allez voir, les deux dossiers qui sont ce soir, c'est des subventions que nous donnons à nos organismes. On ne veut pas les priver d'1 mois additionnel de ces sommes d'argent-là. Alors, oui, on les passe en papillon ce soir, mais je vous rappelle qu'en présentiel, on le faisait à tous les mois aussi. Je passe à la troisième personne, M. Francesco Mazzaferro. C'est une question en anglais. Alors, hello, I would like to know why it is so hard for the local police to catch 2 criminals who are breaking into cars. At first, it was because there was a lack of funding for the police during COVID. However, the city has a lot of money considering they just started removing the yield at the corner of Duca and de la Vérandrie. Please explain to the citizens, please explain to us, citizens of LaSalle, who spent a lot of money in taxes, why our hard-earned vehicles are being broken into, and why the police has done nothing to catch them when people have showed the police who the criminals are. Thank you. Je vous dirais que I'd like to say to this question, unfortunately, we don't have the commandant with us tonight. So I will extend your question to the commandant. And because you wrote down your address, she'll be able to answer you. But the thing is for sure that the budget, you are mixing the budget. The budget for the police is different, and the budget for infrastructure is another budget. So we don't mix the budget together, okay? But I will be pleased, to extend your questions to the commandant, Madame Joanne Matt, and she will get in touch with you. Madame Laura White, when will you do something and have more cops patrolling the area at night to avoid having all the cars broken into? There are no cops in the avenues, Bronx. Have cops patrol and give tickets for unlocked doors. Madame White, it's the same question as Mr. Mazzaferro. And as I mentioned, I will extend your question to the commandant, Joanne Matt. But I can reassure you that she discussed with us already that they are fully aware of what's going on in the borough in terms of the car being broken into. And I know that it's not what she was asking. She said, she found out a lot of people, they mentioned that their car were broken into on Spotted LaSalle page, but she said, we need people to declare at the police station those facts in order to collect all the information and to be able to catch them. It's one thing to announce that, oh, I'm so sad, I'm so mad because my car was broken into on Facebook. But you have to call the police as well because they have to collect all the information. So please do. And I will make sure that Madame White, Madame Joanne Matt will be aware of your comments, Madame White. Monsieur Francesco Moreno, qui dit « Bonsoir à tous. Pour faire suite à l'article de M. Carl Saint-Saëns dans le journal local Le Métro, touchant le point 40.05 de l'ordre du jour de ce soir, soit le règlement LAS-0139, est-ce que l'arrondissement va s'assurer que les terrains à acquérir seront exempts de contamination? Petit rappel de l'existence antérieure d'une station-service Super Test au coin d'Early et de la 90e avenue où se situe le parc Agora. Rappel supplémentaire du parc Pomainville à la Chine qui avait été cédé par le développeur pour fin de parc, pour réaliser par la suite que la ville-centre a dû dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour le décontaminer.
N'oublions pas que l'acquisition projetée Agora est pour fin de parc. Peut-on prendre la chance, sans analyse de sol préalable, d'acquérir ce terrain? En vous remerciant de l'attention que vous portez à ma question, dommage qu'il n'y a pas de place à une sous-question sur cette question. Alors, je veux rassurer M. Moreno qu'il est certain qu'avant de faire l'acquisition d'un terrain, que nous allons faire les vérifications nécessaires. Et vous savez que c'est le propriétaire qui est responsable de décontaminer son terrain. La question suivante est de Mme Lorraine Ladouceur. Alors, bonsoir, Madame la mairesse, ainsi qu'aux membres du conseil. Je désire vous faire part d'un sujet bien connu, les abris temporaires pour voitures pour la période d'hiver. Si je ne me trompe pas, les raisons du refus de l'arrondissement pour l'installation de tels abris ont été soulignées à maintes reprises à chaque année. Je désire commenter plutôt sur les avantages. Je sais que l'on a évoqué à maintes reprises un danger pour les entrées en pente. J'ignore sur quelle base cet argument est soulevé. Selon mes recherches, un abri diminue le risque de plusieurs incidents, en plus de libérer souvent une place de stationnement sur la rue. Je connais une personne sur la rue McVeigh qui a une entrée en pente. À cause de la neige et souvent de la glace sous-jacente à la neige, l'auto doit être stationnée perpendiculairement au garage sur le bord du trottoir. Le garage reste ainsi vide alors que le stationnement pourrait être libéré, notamment pour leurs locataires. Mon argumentation est de même pour les entrées sans pente. Plusieurs n'utilisent pas leur garage par peur que la neige bloque la porte ou que leur entrée soit glacée, donc dangereuse. Je connais une personne qui est décédée lorsqu'une tempête inattendue l'a obligée à pelleter rapidement pour éviter un retard à son emploi. Cette personne a fait un arrêt cardiaque 2 rues plus loin de son domicile. On a aussi invoqué le risque que les gens reculent sans voir s'il y avait une ou des personnes sur le trottoir ou une voiture arrivant sur la rue. Vous conviendrez avec moi que ce genre de comportement arrive toute l'année. D'ailleurs, l'été, à certains endroits, des haies de cèdre sont tellement denses et hautes qu'elles bloquent la vue. De plus, lors d'une tempête de neige de verglas et l'amas de neige tomberait sur les côtés de l'abri, donc majoritairement sur le terrain du propriétaire, j'ai une borne d'incendie sur mon terrain. Je m'assure qu'elle est toujours bien dégagée pour y avoir accès rapidement. Sauf que certains propriétaires avoisinants et surtout les compagnies de déneigement déposent la neige devant cette borne d'incendie, puisqu'en principe, personne ne devrait stationner à cet endroit. Le service d'incendie aurait peine à accéder à la borne sans enjamber une montagne de neige. Il y a aussi les possibilités de mésentente avec les voisins. Ceci est également un argument peu convaincant. Des voisins se disputent l'été pour les branches d'un arbre dans la cour, pour un chien qui jappe trop, pour un gazon non entretenu, pour le manque de propreté devant la maison, etc. Je ne ferai certes pas la nomenclature complète de ce genre de chicane. Évidemment, il y aura toujours des gens pour et contre de tels abris. Et il est impossible pour un arrondissement de satisfaire toute sa population. Mais ne serait-il pas temps de satisfaire les pour, comme plusieurs arrondissements le font? Une brève recherche m'a permis de constater que plusieurs arrondissements permettent ces abris, tels que Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Anjou, Île-Bizarre, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, Rosemont-la-Petite-Patrie, Montréal-Nord. Même la Ville de Québec autorise ces abris. Si vous regardez la réglementation de Saint-Léonard comme exemple, leur texte débute par « Les avantages d'un abri temporaire ne sont plus à démontrer pendant la saison hivernale ». J'ai toujours considéré mon arrondissement comme innovant, à l'écoute de ses citoyens et citoyennes, réceptifs au changement, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Je vous demande donc de reconsidérer le refus systématique d'autoriser les abris temporaires pour la saison hivernale. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Alors, Madame Ladouceur connaît très bien le dossier. Je crois qu'elle a suivi nos travaux depuis plusieurs années. Alors, effectivement, c'est une question qui est soulevée, je ne vous dirais pas à chaque année, mais régulièrement, à savoir si on va ouvrir ou non ce règlement. Actuellement, je dois vous dire que ce qui a été évoqué
dans tout ce que Mme Ladouceur dit, fait partie des raisons pour lesquelles on a toujours maintenu l'interdiction des abris tempo. Et elle l'a si bien dit elle-même, il y en a, c'est 50-50. Il y en a 50 qui n'en veulent pas, il y en a 50 qui en veulent, mais il y a au moins une option. Quand tu n'as pas d'abri tempo, tu peux toujours faire déneiger. Et les personnes qui sont en difficulté pour maintenant se bouger, les personnes à mobilité réduite, quel que soit leur âge, on offre un programme, l'arrondissement paye le déneigement pour ces personnes-là via une entreprise, un organisme. Alors, je ne dis pas non complètement, mais je dis juste qu'il n'y a pas encore de facteur déterminant pour nous faire pencher la balance sur oui, on va le permettre. Parce que malheureusement, à partir du moment où on le permet dans un arrondissement, on ne peut pas interdire à un citoyen de l'utiliser, même si, j'ai en tête certains endroits où la dénivellation de son terrain est tellement accidentée. L'hiver, il ne l'utilise pas parce que c'est trop en pente, mais avec un tempo, probablement qu'il pourrait l'utiliser puisque il n'y aurait pas de neige, il n'y aurait pas de glace, il pourrait l'utiliser, mais c'est tellement en pente, puis il est tellement collé sur son trottoir que lui, effectivement, pour sortir de son entrée, qui est très en pente, bien, il y aurait un risque. Puis nous, comme arrondissement, quand on fait un règlement, bien, c'est un règlement qui doit s'appliquer à tous les citoyens. On ne peut pas dire, bien, sur telle rue, ce n'est pas permis, puis sur telle rue, c'est permis. Alors, si c'était simple, la décision aurait été changée il y a longtemps. Mais je prends bonne note, Madame Ladouceur. Alors là, je m'en vais aux questions qui ont été enregistrées sur les formulaires en anglais. Alors, Kayana Offing. Alors, hello, what is the logic and justification for changing the intersection at Duca-La Vérendrye? How many accidents and or complaints have you received regarding this intersection? How do you justify the cost to change a perfectly fine intersection? Well, I guess Kayana is a lady, I guess. So Mrs. Offing, work is required to bring current traffic lights up to code so as to protect left turn and remove yields to provide a safer environment for pedestrians. Urban furniture will also be relocated to ensure the crosswalk for the blind. It's a matter of security for all pedestrians, and probably you find this intersection very friendly when you are sitting in a car, but we have many citizens or many students crossing this intersection to go and get the bus. And to be frank with you, to cross the street at this intersection with the yield, and also when you arrive on the other side of the street, there's no space for you to wait for the bus. So all the intersection was planned to be up to date for many, many years, but now it is done and we are very happy. So everybody will be safer. The pedestrians, the blind people crossing the street, the people on bicycles, and for the cars, well, yes, they will have to wait to have the green light to turn on the right. But you will also cut all the people taking Duca Street as a shortcut. They won't wait. You know, normally they take the yield just to take the shortcut on Duca not to take the light on La Pierre when they go down on La Pierre further. So I think it's a very good news. And I understand your point of view, but you know, when we take a decision, and this is Montreal money, but when we take a decision, we take it for the all the category of citizens of the South: pedestrians, students, blind people, old people, young people, and also the people sitting in their vehicles. Ceci met fin à la période de questions. Alors, Madame Gagnon, on est prêt à procéder avec le Conseil. Alors, 10.04, des félicitations pour un 60e anniversaire de mariage. Oui, donc appuyé de ma collègue Lisa Rack, je propose de féliciter et d'offrir les meilleurs vœux à Madame Assunta Mancini, mieux connue sous le nom de Suzanne Pedicelli, et Monsieur Innocenzo
Pedicelli qui célèbrent leur 60e anniversaire de mariage. 10.05, décès de M. Laurier-Morin. Oui, alors appuyé de Mme Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Laurier-Morin à la suite de son décès. 10.06, décès de M. Denis Pinet. Oui, donc appuyé de M. Serge Declos, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Denis Pinet à la suite de son décès qui est survenu le 17 septembre passé. Il était le papa de Sylviane Pinet, qui était une grande bénévole dans l'organisation à la salle. 10.07, décès de Mme Jazaïr. Oui, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Taya El Jazaïr à la suite de son décès. En ajout 10.07.1. Appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Constance Terrien à la suite de son décès. Mme Terrien était la maman de Christine Labonté, qui a été un employé de la Ville pour plus de 35 ans. 10.08, adoption du procès-verbal. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 31 août 2020, appuyé de M. Richard Deschamps. 10.09, dépôt du compte-rendu du CCU. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 2 septembre 2020. 10.10, dépôt du compte-rendu du Comité de circulation. Alors, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité de circulation du 24 août 2020 et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 20.01, option de prolongation du contrat à entretien MANA. Alors, je propose de se valoir de l'option de prolongation du contrat pour accorder à Entretien MENA le service d'entretien ménager à la mairie d'arrondissement pour une période de 12 mois, soit du 11 février 2021 au 10 février 2022 pour un montant maximal de 99 852 et 6 sous, taxes incluses, et je suis appuyée de M. Serge Declos. 20.02, première année d'option du contrat à Neptune Sécurité. Je propose d'exercer la première année d'option du contrat de service de gardiennage à la mairie d'arrondissement octroyé à Neptune Sécurité Services au montant de 118 713,99 sous, taxes incluses, pour la période du 5 janvier 2021 au 23 décembre 2021, appuyé de M. Richard Deschamps. 20.03, contrat à Motexa. Alors, je propose d'accorder un contrat à Motexa pour l'exécution des travaux du parcours scolaire pour les écoles Pierre-Rémy et Cavalier de la Salle pour une dépense totale de 342 033 et 61 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Je suis appuyée de Serge Declos. 20.04, contribution financière à Moisson Montréal. Madame Barbe. Merci beaucoup. Alors, je propose, appuyé de Mme Nancy Blanchet, d'accorder une contribution financière exceptionnelle de 5 000 $ à l'organisme Moisson Montréal dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 20.05, contribution au fonds d'urgence COVID-19. Appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'approuver l'augmentation de 100 000 à 110 000 $ les sommes versées au fonds d'urgence COVID-19 de la salle pour offrir un soutien financier aux organismes communautaires de la salle et déléguer au directeur d'arrondissement l'approbation des demandes de versement et autorisation de dépenses. 20.06, soutien financier à la table de développement social.
appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accorder un soutien financier de 31 113 $ à la table de développement social de la salle pour la période 2020-2021 afin de soutenir la coordination conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local et approuver le projet de convention à cet effet. En ajout, 20.07. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 54 632 $ pour l'année 2020 à Destination Travail du Sud-Ouest de l'île de Montréal, à la Maison des jeunes de la salle et au loisir Laurando Dunton dans le cadre de la politique de l'enfant et approuver les projets de convention à cet effet. 30.01, l'utilisation d'un local de la mairie. 20.08. Ah, 20.08, excusez. Alors, merci. Appuyé de Mme Lézarac, je propose d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Société historique Cavalier de la Salle pour la réalisation du projet Parcourir le quartier Bronx au gré du temps dans le cadre du programme Patrimoine montréalais, une mise en valeur dans les quartiers, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 30.01, utilisation d'un local de mairie. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'autoriser la Croix-Rouge canadienne, secteur centre-sud, à utiliser un local de la mairie pour l'entreposage de documents et d'articles d'intervention du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 30.02, aménagement extérieur pour rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque. Oui, alors, appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'autoriser les crédits pour un montant de 360 000 $ net de ristourne pour les travaux d'aménagement extérieur dans le cadre du projet de la rénovation et de l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone. 30.03, acceptation en vertu de l'article 85. Alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accepter en vertu de l'article 85 l'offre du service de la culture et du service de la gestion et de la planification immobilière pour l'organisation, la réalisation et la coordination des travaux de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, ainsi que les activités connexes telles que la relocalisation et le soutien à la mise en service. 30.04, reddition de compte. Je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétants pour la période du 18 août au 20 septembre 2020, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour 1 août 2020, appuyé de Mme Laura Palestini. 40.01, avis de motion pour un amendement au règlement 2030. Je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement amendant le règlement numéro 2030 relatif à la circulation et la sécurité publique. En 40.2, présentation du règlement. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose de déposer le projet de règlement numéro 2030-LAS-61 sur le site Internet de l'arrondissement. Ce règlement modifie le règlement numéro 2030 relatif à la circulation et à la sécurité publique afin d'ajouter la fonction d'inspecteur du domaine public dans l'article 1 pour lui permettre de délivrer des constats d'infraction relatifs à toute infraction au présent règlement. 40.03, avis de motion, règlement imposant une taxe. Alors, donner avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement imposant une taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021. 40.04, présentation et dépôt du projet. Je propose de déposer le projet de règlement LAS-0140 imposant une taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021 sur le site Internet de l'arrondissement. Le taux de la taxe locale a été fixé par le conseil d'arrondissement à 5 sous du 100 $ d'évaluation.
Cette taxe sera imposée à tous les immeubles imposables de l'arrondissement pour l'année 2021, appuyé de M. Richard Deschamps. 40.05, adoption du règlement LAS 0139. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'adopter le règlement LAS-039 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de parcs d'arrondissement. 40.06, adoption du second projet de résolution PP22. Oui, Mme Gagnon, j'aimerais annoncer que pour le point 40.06, je n'ai pas participé aux discussions, aux débats et je n'ai pas participé non plus je vote pas sur ce dossier-là ce soir parce qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts. Appuyé de Mme Josée Troileau, je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPC-MOI numéro LAS-0041 le second projet de résolution PP22 visant à autoriser l'usage clinique médical dans le bâtiment localisé au 1400 Avenue de l'Art. 40.07, adoption du second projet de résolution PP23. Alors, je propose d'adopter, en vertu du règlement sur les PPC-MOI numéro LAS-0041, le second projet de résolution PP-23 visant à modifier la résolution PP-19 afin d'autoriser sur les lots numéro 6-389-218 et 6-389-219, angle Airlie et 80e Avenue, malgré le règlement numéro LAS-0014 relatif au PIIA et malgré les dispositions de la grille des usages et normes de la zone C06-16 prévues au règlement du zonage, la modification de certaines normes reliées au nombre maximal de logements autorisés, à l'implantation et la densité des bâtiments et au nombre de cases de stationnement, et je suis appuyée de M. Serge Declos. 40.08, PIA sur la 40e Avenue. Appuyé de Mme Josée Troileau, je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIIA numéro LAS-0014 afin de permettre la modification des ouvertures d'une habitation unifamiliale située au 777 40e Avenue. 40.09, un PIA sur la 7e Avenue. Appuyé de Mme Josée Troileau, je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIIA numéro LAS-0014 afin de permettre la modification des ouvertures d'une habitation unifamiliale située au 211 7e Avenue. 40.10, certificat d'occupation du domaine public. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois d'août 2020. 40.11, compensation monétaire pour fin de parc. Alors, je propose d'accepter une compensation monétaire aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal d'une somme de 67 993 $ pour la demande de permis de lotissement numéro 3002340895 visant la subdivision des lots numéro 1 449 417, 1 449 598, 1 449 599 et 1 449 670 en deux nouveaux lots, soit les lots numéro 6 302 082 et 6 302 083, boulevard Newman, et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 40.12, nettoyage de terrain.
Appuyé de M. Serge Declos, je propose de mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises afin de couper les herbes hautes et effectuer le nettoyage de certaines propriétés situées sur le territoire de l'arrondissement et de disposer des matières nuisibles. 40.13, arrêt obligatoire et ralentisseur de vitesse. Alors, je propose d'autoriser le retrait des 2 arrêts obligatoires situés sur la rue Réjeanne suite à l'ajout de 2 ralentisseurs de vitesse près du 8505 et du 8585 de la rue Réjeanne et je suis appuyée de Mme Lise Zarak. 50.01, décision déléguée. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines. Madame Barre. Votre micro. Merci beaucoup. Alors, avant de lever la séance, permettez-moi de remercier mes collègues pour leur précieuse collaboration, les directeurs, le personnel, M. Lefebvre et M. Fabien à la technique. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre collègue Laura qui fêtera son anniversaire demain, le 6 octobre. Alors, sur ce, je propose la levée de la séance appuyée de M. Serge Declos. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup.